Bonjour docteur Cyril Cohen, merci d'être avec nous en direct donc d'Israël. On apprend ce qu'il se passe chez vous. Alors j'ai deux questions. Est-ce que vous diriez qu'Israël laisse filer le virus et se dit on va apprendre à vivre avec? Et deuxième question, est-ce que les Israéliens sont suffisamment raisonnables, si j'ose dire, pour effectivement accepter de récupérer la responsabilité de la gestion de la crise? Je vous pose la question parce qu'il n'est pas tout à fait certain que chez les Français ce serait la même chose. Oui, bonjour Bénédicte. Non et non. Maintenant, on va essayer d'étayer un peu ce que je viens de dire. Non, alors est-ce qu'on laisse filer le virus? Non, on ne laisse pas filer le virus, mais il faut être, je dis, comment expliquer ça, réaliste. On a un variant qui se propage très rapidement aujourd'hui, 48 000 cas, et je vous dis sincèrement, nous, on pense que c'est beaucoup plus. Nos estimations parlent peut-être de 100 000 ou 120 000 contaminations quotidiennes, parce que vu qu'on a transféré, comme vous l'avez dit un peu, cette responsabilité du dépistage, et ça touche à votre deuxième question, au niveau de est-ce que les Israéliens sont plus raisonnables ou responsables? Je ne dis pas qu'on n'est pas du tout responsable ici, je suis aussi français, et donc en France, je ne pense pas aussi qu'on est plus ou moins responsable. Je crois qu'il y a un concept aujourd'hui où on réalise qu'on est dans une transition. Cette transition, on l'espère, c'est une transition vers un État qui est un peu plus endémique. Je l'espère. Une fois de plus, ce virus nous réserve beaucoup de surprises. Donc en fait, ce qui est en train d'arriver, c'est qu'on ne laisse pas circuler le virus parce qu'on pense quand même que, et on voit quand même les malades graves monter. Vous savez, aujourd'hui, 50% à peu près des malades graves en hôpital, même s'ils font une maladie moins grave, sont de l'Omicron, dus à l'Omicron, et 50% dus au Delta. Donc, on ne peut pas dire on lâche tout, parce que je crois que ce serait très irresponsable. Mais d'un autre côté, une partie, vu notre incapacité, il faut le dire, à dépister autant par PCR, et vu, je dirais, de manière générale, comment cette vague se déroule, eh bien oui, il y a beaucoup de tests qui sont faits à la maison avec des autotests. On se repose sur la responsabilité des gens. S'ils sont positifs à un autotest, ils vont faire un test officiel, entre guillemets, que ce soit antigénique ou PCR. Et voilà, mais on sait qu'on manque beaucoup, on sait qu'il y a beaucoup d'infections qui ne sont pas détectées. Et au bout du compte, peut-être que ce n'est pas si grave, entre guillemets, parce qu'on regarde essentiellement la situation dans les hôpitaux. Alors justement, c'était ma question. La situation dans les hôpitaux, quelle est-elle en Israël? Parce qu'on en parlait tout à l'heure, alors chez nous c'est endémique, c'est qu'effectivement ces hôpitaux sont en difficulté, même sans épidémie de Covid. Donc, Oui, ben, c'est un peu partout pareil. Hein. Je veux dire, notre problème aujourd'hui, c'est aussi la grippe, avec à peu près 1000 hospitalisations. On a à peu près aussi 800 hospitalisations de Covid, avec, je dirais, 250, 260 cas graves, entre guillemets, 60 personnes en réanimation. C'est toujours tolérable. Mais je dis, ce qui nous inquiète, c'est un peu de voir quand même cette courbe qui est en train de monter, qui monte de manière assez, je dirais, qui ne ressemble pas à la courbe des contaminations. Évidemment, il y a une décorrélation, ça ne monte pas aussi rapidement. Mais d'un autre côté, elle continue de monter. Donc on est en train aussi de se préparer. On se prépare aussi en Israël à des scénarios, entre guillemets, catastrophes. Mieux vaut anticiper, c'est ce qu'Israël a essayé de faire depuis 2 ans. Donc on anticipe et on met en place, on espère, je veux dire une fois, ne pas devoir en venir à cela, mais on se prépare aussi à un scénario où il y aurait peut-être 1500 ou 2000 personnes en état grave qu'il faudra traiter. Alors que notre pic, entre guillemets, la dernière fois, le mois de janvier, il y a 1 an, c'était 1200 personnes en état grave dans les hôpitaux. Donc on se prépare, mais voilà, on comprend aussi qu'on ne peut pas non plus arrêter ce variant. docteur Ichou. Moi, je ne peux qu'être d'accord, parce que en fait, c'est ce qu'on observe ici, on ne peut pas faire autrement. Et puis, vous savez, les hypothèses, les projections, ce ne sont que des modèles mathématiques. Oui, on s'en rend donc, compte. Hein. On est obligé de prendre en compte le scénario le pire pour l'éviter. Et donc, on prend le scénario le pire pour l'éviter simplement. Et on est vraiment dans une situation où il y a une telle explosion des cas que ça devient totalement ingérable. Et vous avez raison, le fait de donner des directives qui changent tout le temps donne une impression de confusion. C'est comme quand on nous dit les médecins ne sont pas d'accord entre eux. Les médecins, la grosse majorité, vous prenez la communauté scientifique dans le monde entier, tout le monde est d'accord. Il y aura toujours un farfelu pour dire que non, quand on est vacciné, on a plus de risques que quand on n'est pas vacciné. Mais c'est toujours comme ça. Donc il faut quand même... on est quand même dans une situation qui touche absolument le monde entier. Et s'il y avait des solutions de facilité, quel que soit le système de santé, je pense que tout le monde les prendrait. Donc il faut aussi avoir un peu de bon sens et de perspicacité. On peut écouter peut-être l'Agence européenne du médicament là-dessus, sur ce que va devenir cette pandémie. Un petit peu d'optimisme quand même.
Nous ne devons donc pas oublier que nous sommes toujours dans une situation de pandémie. Néanmoins, avec l'augmentation de l'immunité dans la population et avec Omicron, il y aura beaucoup d'immunité naturelle en plus de la vaccination. Nous nous dirigerons donc rapidement vers un scénario où nous serons plus proches de l'endémicité. Expliquez-nous, professeur Cyril Cohen, juste la différence entre pandémique et endémique, parce que nous, on n'est pas des médecins et on n'est pas des scientifiques. Oui, moi, je suis juste immunologue. Donc, en fait... c'est déjà pas mal, ce qu'il si je peux faut me permettre. Non, ce qu'il faut comprendre, et en Israël, ça fait déjà plusieurs temps qu'on voit ça comme ça, et c'est aussi mon sentiment personnel, je l'avais exprimé. En fait, une pandémie, c'est une épidémie, entre guillemets, qui s'est répandue énormément et qui cause un stress énorme sur nos systèmes de santé. Une situation endémique, c'est un peu comme la grippe. C'est-à-dire qu'en fait, on a un virus qui est quand même létal, qui attaque chaque année, mais qu'on sait plus ou moins, je dirais, gérer. Je le dis avec de la prudence parce que ça dépend des vagues qu'on a chaque année, mais qu'on sait plus ou moins gérer, on sait à quoi s'attendre, on sait aussi comment se protéger. Et donc, ça a un impact sur nos systèmes de santé. Il y a une différence entre les hôpitaux en été et les hôpitaux en hiver, avec tous les virus respiratoires qui se baladent, mais ce n'est pas une chose qui nous cause, je dirais, ce que la Covid a causé pendant 2 ans. Donc en Israël, si vous me demandez mon sentiment personnel, on aura, et dans le monde, du moins un processus endémique qui sera basé une fois de plus sur l'exposition naturelle avec ces vagues au fur et à mesure, comme cela vient d'être dit. Le vaccin qui est toujours très important, il faut rappeler que grâce au vaccin, on évite les formes graves. Avec la 3e dose, aujourd'hui, il y a 10 fois plus de chances de faire une forme grave si vous n'êtes pas vacciné que si vous avez votre rappel. C'est très important de le rappeler. Et la 3e chose qu'on est en train de mettre en pratique en Israël, et déjà 1000 patients l'ont reçu, c'est le Paxlovid. Ce sont les traitements que l'on attendait, ces traitements qui nous semblent marcher. Une fois de plus, on n'a pas encore de statistiques, mais sur 1000 patients qui ont été traités avec le Paxlovid, il n'y en a aucun qui a été hospitalisé. Alors, je veux dire, voilà, c'est comme ça que je crois qu'il faut réaliser que tout doucement, il y a cette transition qui est en train de se passer. Merci 1000 fois de vous être rendu disponible pour nous, un peu au dernier moment, professeur Cohen. On a appris plein de choses. Petite question pour vous, Damien Fleureau, quand on voit que Pasteur dit à partir de février, mi-février, on devrait être sorti quand même du pic, etc. Vous allez peut-être me trouver extrêmement cynique, mais enfin d'un point de vue du timing politique pour Emmanuel Macron, ça tomberait quand même pas trop mal. Oui. Oui, ça veut dire oui, vous êtes cynique. Oui. Non, c'est vrai que ça tomberait bien pour tout le monde, pour toute la classe politique, quel que soit le bord, le mouvement représenté, parce que tous les responsables qui sont engagés aujourd'hui dans la campagne électorale, la présidentielle, mais après les législatives, cela aussi va mobiliser énormément de monde. Tout le monde souhaite faire campagne le plus librement possible. Donc, bien entendu que c'est toujours mieux pour un représentant politique d'annoncer de bonnes nouvelles, un allègement d'une contrainte, mais c'est à ce stade quand même, et on le voit encore aujourd'hui, beaucoup le virus qui dicte le tempo et qui contraint actuellement la marche de l'exécutif. Et puisqu'on parle de l'exécutif, vous avez une petite info sur cette réunion dont on parle depuis tout à l'heure, donc qui va avoir lieu au ministère de l'Éducation. À 18h30. Jean-Michel Blanquer, voilà. Donc c'est 18h30. Voilà, donc c'est à 18h30. C'est donc au ministère de l'Éducation nationale, autour donc du ministre, du Premier ministre, représenté. Olivier Véran sera aussi présent, mais à distance, en visio, puisqu'il a été testé positif. Et puis des représentants des organisations syndicales qui ont appelé, notamment aujourd'hui, à manifester. C'est vrai que Valérie le soulignait tout à l'heure. C'est au ministère de l'Éducation de Grenelle et pas à Matignon physiquement. Cela veut dire que le Premier ministre ne veut pas désavouer en quelque sorte son ministre de l'Éducation. C'est un signe de soutien. Il reste l'interlocuteur légitime des organisations syndicales. Il s'implique, par contre, parce qu'on veut montrer ainsi que la colère, comme on le dit, la fatigue, la lassitude du corps enseignant, elle est bien entendu prise en compte, prise en considération, peut-être, on ne sait pas encore, avec des annonces à la clé de cette réunion. Elle est entendue. Est-ce qu'elle sera écoutée ?